Et justement, par rapport à ce réseau, peut-être une petite question, votre maîtrise de l'anglais avant de débuter, si on a des enseignants-chercheurs parmi nous qui sont peut-être frileux vis-à-vis de la maîtrise de la langue pour pouvoir collaborer, quel était votre niveau initialement ? Je pose la question à toutes, hein, c'est pas... un anglais avec un accent français. Non, j'avais fait un postdoc à San Diego, donc j'avais quand même... Mais après, on essaye du coup aussi avec Emma d'emmener d'autres personnes dans notre labo qui sont justement frileuses à s'exprimer en anglais et qui finalement, c'est aussi une opportunité, je pense à nos deux collègues, hein, pour elles aussi de se lancer aussi par rapport à ça et de pas y voir un frein. Emma, t'étais... Non, voilà, un niveau correct, scientifique surtout, parce que forcément, on n'utilise que de l'anglais pour le côté scientifique, donc de ce point de vue-là, ça va. Et c'est vrai que, voilà, c'est en tous les cas, comme disait Virginie, on essaye de... Parce qu'on a des collègues voilà, qui sont plus dans ce truc de dire « oui, mais j'arrive pas à aligner deux phrases, etc. » Puisqu'effectivement, là, les enseignements, il a fallu tous les faire en anglais et ensuite les faire dans chacune des langues de chaque pays. Mais voilà, mais c'est vrai que après, ça reste quand même la facilitant, parce que quand on a 3, 4, 5 pays en même temps, c'est sûr que l'anglais, alors je sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mais en tous les cas, c'est la langue qui... donc voilà, un anglais correct, sans être bilingue de manière... Mais voilà, c'est sûr que c'est un premier atout pour déjà communiquer, impulser. Et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément des fois évident, parce que quand on doit parler d'aspects pédagogiques, didactiques dans une autre langue, c'est vrai que voilà, ça peut être... c'est une autre terminologie, voilà, finalement. c'est une autre terminologie. Des autres universités n'ont peut-être pas le même système de formation, donc... il faut un petit peu s'acculturer, je dirais, à ce... Donc, c'est pas vraiment l'anglais en soi, mais c'est plus la terminologie, en tous les cas, qu'on utilise moins, en fait. Merci. Nous, dans notre projet, la langue principale, c'était l'espagnol, parce que parmi les 16 partenaires, il y en a 13 qui parlent espagnol. Et donc, pour les réunions, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas espagnol. Là, on bascule en anglais. Mais rapidement, l'Amérique latine, il bascule sur l'espagnol. Donc, c'est mixte. Nous, c'est mixte. Avec un niveau correct, ça va. D'accord. Juste pour compléter, au niveau européen, les livrables qu'on doit rendre sur le projet, ils peuvent être aussi bien en anglais qu'en espagnol. Donc, l'anglais n'est pas la langue obligatoire pour nos livrables à nous sur ce projet. Et pareil, si vous avez des projets avec l'Afrique où vous pouvez le faire tout en français, il n'y a pas de problème pour tout faire en français. Voilà, c'est aussi un avantage. Bonne précision, merci. Il me semble que c'était la même chose, parce que nos collègues italiens avaient pu rédiger à la fois en italien et en anglais le projet, notamment. Et si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas dire de bêtises. Mais... Oui, peut-être que, que Morgane pourra en dire plus. Juste pour préciser, oui, en fait, les candidatures, comme les rapports qui suivent, peuvent être rédigés dans l'une des 24 langues officielles de l'Union européenne. Et voilà. Après, derrière, ça veut dire qu'il faut trouver les équipes qui ont la compétence linguistique, mais en tout cas, c'est un choix possible. Et nous, par exemple, la project officer, c'est une Espagnole qui parle français. Donc, d'un coup, c'était parfait.